C'est les tops de fin d'année, à grande occasion, beau t-shirt. Bonjour à tous, c'est bon, on y est, enfin les tops de fin d'année, on va pouvoir faire une conclusion de cette belle année 2019. Vous avez été beaucoup à me demander en début d'année de faire une vidéo sur mes attentes de l'année, et j'en avais pas faite, parce qu'en vérité, il n'y avait pas énormément de films que j'attendais. À part Tarantino, Scorsese, Avengers pour le petit côté fan, mais sinon à part ça, pas grand chose, et les campagnes de com se sont lancées, et il y a eu énormément de surprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas exceptionnellement un top 10, mais plutôt un top 15, parce qu'il y a eu beaucoup trop de bons films. D'ailleurs, cette année, j'ai été voir un petit peu moins de films que l'année dernière, visiblement. L'année dernière, j'en avais vu 116. Cette année, en 2019, j'en ai vu seulement 102. Bon, après, à côté de ça, sur la chaîne, on a commencé à parler très sérieusement de séries et de jeux vidéo, donc forcément, ça m'a pris aussi un petit peu de temps. Par contre, comme j'ai quasiment tout critiqué sur la chaîne, on va revenir sur toutes ces œuvres très rapidement, encore plus les 5 premiers. Et on va se lancer dès maintenant, parce que généralement, c'est les vidéos qui sont un petit peu longues, et j'ai envie que ce soit toujours assez bien rythmé. Numéro 15, Midsommar, le nouveau film du réalisateur d'Hérédité que j'avais adoré l'année dernière, qui avait aussi terminé dans mon top, non je crois, je l'avais juste mentionné il me semble. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient que Midsommar était encore meilleur qu'Hérédité. C'est peut-être vrai, même si personnellement j'ai plutôt un penchant pour ce dernier. Mais Midsommar, ça fait vraiment partie des expériences de 2019 qui m'ont retourné. C'est très glauque, très dérangeant, avec beaucoup de scènes choc. Mention spéciale à celle où on va voir cette personne âgée qui va se suicider. C'est un film d'horreur très original, très solaire, qui va se dérouler de jour. Et je sais pas si je le reverrai un jour, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais m'en souvenir. Numéro 14, Hors Norme, qui est l'un des films qui m'a le plus touché cette année. Il s'agit du nouveau long métrage de Toledano et Nakache qui sont clairement revenus en force avec cette œuvre ultra humaine, ultra émouvante. On va suivre ces deux hommes qui aident des jeunes en situation de handicap. Vincent Cassel et Reda Kateb, pour ne pas changer, sont absolument géniaux. Et bien sûr, le film a un gros penchant politique. Je suis content qu'il ait fonctionné en salle, parce que sur YouTube, au niveau des vues, c'était pas si ouf que ça. J'avais peur que ça passe sous silence, et ça n'a pas été le cas. Ça fait partie de mes plus grosses émotions de l'année 2019. Et comme je le disais dans ma vidéo critique, c'est un long métrage qui fait réfléchir quant à tous nos petits problèmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à se plaindre de tout et rien, de se sentir mal pour des toutes petites choses. Il y a bien plus grave et bien plus important dans la vie, et on devrait plutôt se focaliser et tourner les yeux vers ce genre de choses et vers ces gens que l'on peut aider. Numéro 13, Grâce à Dieu, et je pense peut-être que je serai l'un des seuls à le mentionner. Grâce à Dieu, ça fait partie de nos plus grosses œuvres françaises de l'année. Je pensais d'ailleurs que ça serait le film qu'on allait envoyer aux Oscars en 2020, et ce sera pas le cas. C'est une œuvre qui va être très triste, très dure à regarder sur un sujet tendu. En plus de ça, hasard du calendrier, lorsque le film est sorti, le procès du prêtre en question, le prêtre pédophile dont on parle, était actuellement en train de se dérouler. Ce qui fait que Grâce à Dieu aurait pu ne pas sortir en salle, et ça aurait été bien dommage, parce que même si c'est le genre de sujet qu'on souhaite éviter, dont on ne souhaite pas parler, pas mettre en avant, on se doit quand même de dénoncer ce genre de choses. C'est ce que fait Grâce à Dieu. Et pour ne pas changer d'habitude, Denis Ménochet est excellent. Numéro 12, Ad Astra, et là par contre, je pense que beaucoup de personnes le mettront plus haut. C'est un très beau film, et même un magnifique film, même si j'avoue que j'ai pas été totalement ému. Les effets spéciaux sont remarquables, il y a une atmosphère et une ambiance qui va quand même nous transporter. C'est le First Man de cette année sur pas mal de points, déjà d'un point de vue positif, parce qu'au niveau de la qualité de l'œuvre, on est au rendez-vous. Par contre, de l'autre côté, c'est aussi un film qui malheureusement est en train de se faire boycott des Golden Globes, qui le sera aussi très certainement des Oscars, comme l'a été l'œuvre de Damien Chazelle l'année dernière. Et pour rester sur la comparaison et sur ce que je disais au début, le final de First Man m'a bien plus transporté. Brad Pitt est bien sûr très bon, je ne classe pas le film plus haut dans ce classement, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Numéro 11, Rocketman, l'anti-Bohemian Rhapsody. C'est un long métrage qui va être bien meilleur que ce dernier sur quasiment tous les points, et ça me semble assez indiscutable. Malheureusement, au vu de la concurrence, je ne pense pas que Taron Egerton pourra égaler Rami Malek et choper un Oscar. Ça tombe assez mal, et c'est bien dommage parce qu'il le mérite. Et j'ai adoré Rocketman, j'ai adoré aussi le fait qu'Elton John ait travaillé aussi sur le projet. On sent que ça lui tenait à cœur, que lui aussi avait besoin de parler, de s'exprimer à travers ce film et de sortir des choses qui lui sont très personnelles. J'aime bien comment a été écrit ce film, j'aime bien ce qu'il raconte. Au contraire de Bohemian, on ne se cache pas par rapport par exemple à la dépendance à la drogue ou au sexe d'Elton John. On va assister à des super moments visuels, notamment durant les musiques, parce que oui, c'était une comédie musicale et ça je m'y attendais pas non plus. Avec cette scène et la caméra qui arrête pas de tourner autour du piano, cette scène aussi où Elton John, Taron Egerton va commencer à jouer du piano et s'envoler petit à petit. Et comme d'habitude, quand tu sors de ce genre de projection, t'as qu'une envie,
c'est d'aller chanter et danser. Bon, alors, ça a été rapide, j'espère qu'au niveau du rythme, ça a été. On va enfin débuter le top 10. Comme d'habitude, on fait les choses bien avec des petits extraits de bande-annonce. On débute dès maintenant. Numéro 10, Les Misérables. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! Le film français qui va finalement nous représenter aux Oscars en février prochain. À vrai dire, comme je le disais dans ma critique, c'est vrai qu'au début, durant les 20-30 premières minutes, je comprenais pas pourquoi est-ce que Les Misérables allaient être envoyés plus tôt que Grâce à Dieu. Au final, plus on avançait dans le long métrage, plus j'ai compris, jusqu'à ce final qui va vraiment être ultra oppressant. C'est typiquement l'œuvre qui va monter crescendo durant tout le long, et j'ai adoré cette relation entre ces trois hommes, ces trois flics, qui ont des manières de travailler très différentes. J'ai aimé ce que le film raconte, et surtout comment est-ce qu'il le raconte de manière très intelligente, en ne prenant pas forcément parti pour les hommes de banlieue ou la police. Le but, c'est de pointer du doigt et de montrer qu'il y a un problème de communication. On voit que toutes ces personnes se noient dans leur égoïsme, ce qui va créer même des tensions au sein de ce trio de policiers, mais aussi au niveau de la cité, et donc des grands de la cité face aux tout petits de la cité. C'est une œuvre où Lajli arrive à trouver l'équilibre. C'est assez impressionnant, mais entre le documentaire et la fiction, ça en fait du coup une docu-fiction. Le film se déroule quasiment sur 24 heures, et il va se passer énormément de choses. Bien sûr, ce qui se passe dans le film, c'est pas ce qui se passe en banlieue tous les jours, mais ça nous montre quand même des choses qui se sont déroulées, et il fallait les pointer du doigt. Lajli l'a fait, et ça fait partie des gros films français de l'année, et j'espère que ça ira bien aux Oscars et que ça gagnera. Numéro 9, Marriage Story. Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Gma! Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? Ça sera encore assez étonnant pour beaucoup de personnes, malheureusement, de parler de films Netflix dans un top de fin d'année. Sauf que là, en 2019, il faut quand même se rendre à l'évidence. En cette fin d'année encore plus, il y a eu des très gros trucs sur Netflix. Ça commençait déjà l'année dernière avec le Roma de Cuarón qui a même performé aux Oscars. Donc voilà, c'est quelque chose à quoi il va falloir s'y faire. Et Marriage Story est un excellent film. C'est un film qui va être très compliqué à regarder, qui ne va absolument pas vous donner envie de vous marier. On va vraiment suivre pendant 2 heures tous ces process qui sont mis en place pour entamer des démarches de divorce. Comment est-ce que ça détruit ces deux individus? Comment est-ce que ça peut les ronger petit à petit? Il y a des énormes scènes de disputes qui vont me marquer. Adam Driver et Scarlett Johansson sont absolument magnifiques. Adam Driver n'est pas favori aux Oscars, il sera nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle, ça j'en suis absolument sûr, et ça pourrait être pourquoi pas la petite surprise. Sinon à part ça, la mise en scène et la réalisation restent somme toute assez classiques. On va avoir par contre, et c'est l'une des choses les plus remarquables, des plans très longs, soit sur Scarlett Johansson, il y en a deux. Il y en a un sur Scarlett Johansson et un sur Adam Driver, où on va vraiment se focaliser sur leur performance d'acting. C'est un petit peu forcé, même parfois on sent que c'est fait pour montrer à quel point regardez comment est-ce qu'ils sont forts mes acteurs, regardez comment est-ce qu'ils sont beaux. C'est absolument fait pour les envoyer aux Oscars. Scarlett Johansson, elle a là cette scène où elle va être chez sa psy, qu'est-ce que je raconte, son avocate, où elle va lui raconter sa situation avec beaucoup d'émotion. De l'autre côté, Adam Driver, ça sera une partie chantée, parce que oui, excusez-le, en plus d'être bon acteur, le mec chante aussi. C'est un film qui m'a assez ému, qui m'a surtout profondément choqué pour l'intensité des disputes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas en 2020 que je vais me marier. Numéro 8, Once Upon a Time in Hollywood. In this town, that can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Pareil qu'Ad Astra, ce nouveau Tarantino, c'est un film qui a énormément plu, ça m'étonnerait pas de le retrouver en tête de classement d'énormément de top. Et vous l'avez certainement vu avec ma critique, c'est un long métrage que j'ai vraiment adoré. Ça va peut-être même vous étonner de le retrouver seulement à la 8ème place, et c'est dire à quel point ça a été une belle année. Bien sûr, DiCaprio et Brad Pitt sont excellents, j'ai adoré m'immerger dans cet univers, dans ce Hollywood des années 60. C'est une lettre d'amour de Tarantino pour ce Hollywood des années 60 qui fait bien sûr rêver tout le monde. Si vous êtes cinéphile, je pense que tout le monde a eu avec ce film ou aura envie de vivre à cette époque. C'est une œuvre encore une fois pour Quentin Tarantino qui va nous transporter au niveau de ses dialogues, qui va nous faire rire, mais qui va aussi nous choquer pour la violence habituelle chez le réalisateur de son final. Pour rester sur la fin, vous savez que je l'ai adoré, j'ai adoré le fait qu'il ait détourné la réalité, ce qui se passe autour du personnage de Margot Robbie, autour de Sharon Tate. Ça raconte énormément de choses et c'est une petite vengeance
par rapport à cet Hollywood qui a été tué en même temps que Sharon Tate, cet Hollywood dont Tarantino était amoureux, et on va regretter par contre, et c'est pour ça qu'on va le retrouver seulement entre guillemets à la 8ème position. Il y a pas mal de longueur, et oui, un ou deux moments que j'ai trouvé assez longs. Il n'en reste que c'est l'un des meilleurs films de l'année, et en plus de ça, je trouve aussi que c'est une œuvre qui se classe très bien dans la filmographie de Quentin Tarantino. Numéro 7, Le Mans 66. I will put you in the driver's seat at Le Mans. You just shut your mouth and let me do my thing. All right. Alors celui-ci va peut-être en étonner certains, et surtout quant au fait de le retrouver devant le nouveau Tarantino, mais par contre pour ceux qui ont vu Le Mans 66, je doute que ça vous étonne. C'est l'un des films qui m'a donné le plus d'adrénaline sur l'année, qui m'a le plus stimulé. James Mangold, encore une fois, après Logan, a fait de l'excellent taf. On va retrouver au casting Matt Damon et Christian Bale, que j'adore, je suis amoureux de ces deux gars, et plus particulièrement, vous le savez, de Christian Bale. J'ai assisté à la conférence de presse suite à la projection de Le Mans 66, et comme je vous le disais, je vous le cache pas, mais quand Christian Bale est rentré dans la salle, j'avais un petit pic d'émotion, on va pas se le cacher. J'ai apprécié toute la dimension marketing qui a été donnée à cette œuvre. À vrai dire, dans son titre original, on parlait de Ford versus Ferrari, mais la réalité des choses, c'est que ce film, c'est plutôt Ford Business versus Ford Passion. On va voir comment à l'époque, toutes ces notions de marketing et de commerce commençaient à se faire ressentir, et au final on se rend compte que les méchants c'est la branche marketing de chez Ford. C'est bien sûr un film auquel on va énormément s'attacher grâce à la passion de ces deux hommes, de Ken Miles et de Carroll Shelby. Le film est très bien mis en scène, très bien réalisé, surtout durant les courses où là tu t'y crois vraiment, et il y a aussi pas mal de moments qui m'ont marqué, des choses qui vont me rester en tête, des belles répliques. Je pense à celle de John Berthold en pleine réunion marketing, où il va dire à ses collègues pourquoi est-ce que Ferrari sont considérés comme les meilleurs, non pas parce qu'ils construisent le plus de voitures, mais parce que Ferrari évoque la victoire. Et ça va expliquer pourquoi à l'époque, les 24 heures du Mans étaient si importants. Numéro 6, Le Chant du Loup. Il est là. Alors, Le Chant du Loup, j'en reviens pas que ce film soit une œuvre française. C'est un long métrage qui a été fait avec du budget, qui a une énorme force immersive. Le but du Chant du Loup, c'est de t'immerger dans un sous-marin, ça va le faire très bien, et bien sûr aussi la partie sound design est absolument excellente. On a le réalisateur qui s'était retrouvé quand il était plus jeune dans un sous-marin, et c'est quelque chose qui l'a marqué, et il avait envie de raconter cette histoire, de nous immerger nous aussi dans la vie de ce moyen de transport, on va appeler ça comme ça. C'est une œuvre qui assez étonnamment a bien marché en salle, je m'y attendais pas, ça approchait les 1,5 million d'entrées. Au casting, j'ai envie de vous dire, comme gros noms qui populairement pouvaient ramener masse de monde, il y avait seulement Omar Sy, bien sûr, il y a Reda Kateb et François Civil à côté, mais c'est pas eux qui vont non plus déplacer des foules. Ça a été d'ailleurs une excellente année pour ces deux derniers, Reda Kateb qu'on a retrouvé dans Hors Normes, et François Civil qui était dans d'autres œuvres qui ont plu. François Civil, je trouve que c'est l'une des révélations françaises de l'année au niveau des acteurs. Il avait fait bien sûr d'autres choses avant, mais là je trouve que populairement il a gravi un échelon. Pour revenir sur le film, et là où c'était vachement étonnant, c'est que ça a vraiment la carrure d'un petit blockbuster hollywoodien, on n'est pas habitué. Le Chant du Loup, c'est une œuvre vachement immersive, qui est extrêmement juste techniquement, ça m'a mis une petite baffe. Pour ma part, c'est pas du tout une surprise de le retrouver à cette position dans le classement. Numéro 5, Green Book. Do about the bone. We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. Alors là, on est remonté tout en haut dans l'année, donc le mois de janvier. Green Book qui a chopé ensuite l'Oscar du meilleur film. Et ça a été ma première claque de 2019. C'est une œuvre qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui étaient un petit peu réfractaires quant au côté feel good movie qui a été donné à la fin de l'œuvre. Mais ça a permis, c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Quand les gens ont quitté la salle de la projection, les gens avaient le sourire, tout le monde avait le sourire, il y avait une bonne ambiance. Tu sentais que toutes ces personnes dans la salle avaient besoin de voir ce film pour bien débuter 2019. Bien sûr, c'est un long métrage qui est important pour les sujets qu'il traite, qui est porté par un duo d'acteurs absolument fabuleux. Mahershala Ali qui chope un deuxième Oscar pour meilleur acteur dans un second rôle, c'est une chose qui était prévisible et j'en avais déjà parlé dans ma critique à l'époque et dans ma vidéo des Oscars. Ce mec en termes d'acting, il est vraiment mais tout là-haut. J'ai absolument pas vu le temps passer, j'ai pris énormément de plaisir à suivre cette relation entre ces deux hommes. C'est une très bonne chose que Green Book ait chopé l'Oscar du meilleur film de 2019, c'est vraiment très cool. Numéro 4, The Irishman. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Bon,
Je viens de faire une pause, qu'est-ce que c'est long à tourner, c'est top. On s'attendait à voir quelque chose de gros débarquer en cette fin d'année sur Netflix avec le nouveau Scorsese. On n'a pas été déçus et quand on parle de quelque chose de gros, on peut en parler dans tous les sens du terme. 3h30 de long métrage, 3h30, ce qui fait qu'il y a même eu sur Twitter, il y a eu une petite polémique. Il y a un mec qui avait divisé l'œuvre en 4 parties pour qu'on puisse mater ça en 4 fois 45-50 minutes. Et en gros le but c'était de regarder le film comme une mini-série pour mieux la gober parce que 3h30 devant un écran, c'est pas facile pour tout le monde, surtout quand t'as ton téléphone qui est à côté de toi. The Irishman, c'est bien sûr un film que j'ai adoré. J'ai adoré les acteurs, j'ai adoré De Niro, j'ai adoré Al Pacino. Encore plus ce dernier parce qu'au moment où il va arriver dans le long métrage, il y a un relais d'intérêt qui est mis en place. Il va se passer de nouvelles choses, il y a de nouveaux enjeux qui débarquent. C'est un film qui excelle dans l'art de raconter une histoire, c'est pas étonnant venant de Martin Scorsese. Bien sûr, l'une des choses les plus marquantes et les plus surprenantes du long métrage, ça a été le rajeunissement des acteurs. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les rajeunir? Même pas avec des capteurs sur la tête. En fait, on avait simplement une technologie qui permet de capter le visage, de le rajeunir tout seul. Et c'est assez révolutionnaire, c'est bien foutu. Le problème par contre qu'avaient le long métrage et les acteurs, c'est que le corps de toutes ces personnes ne paraissait pas aussi jeune que leur visage. On avait vraiment l'impression de voir des corps de personnes de 70 ans avec des visages d'hommes de 40 ans. C'est un problème qu'on a déjà rencontré dans un tout autre registre. Captain Marvel, on avait la même chose avec Samuel L. Jackson, qui là aussi pour les besoins du film avait été rajeuni. On le voyait aussi au niveau de son corps, ça paraissait beaucoup moins jeune. C'est une œuvre qui a été lancée par beaucoup de personnes sur Netflix. Il y a eu énormément de personnes qui ont été curieuses et qui se sont lancées sur le visionnage du long métrage. Malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas été jusqu'au terme, parce que voilà, 3h30, ça reste quand même quelque chose d'assez inaccessible pour la grande majorité. Numéro 3, la favorite. If you do not go, I will start kicking you. And I will not stop. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Vous savez, ça fait plusieurs années que mon top 1 de l'année, des années 2015, 2016, 2017, à chaque fois le meilleur film, le film que j'avais préféré, c'était un long métrage qui arrivait très tôt dans l'année généralement, du moins dans la première partie de l'année. Et la favorite, je pensais aussi que ça allait être celui que j'allais retrouver tout en haut de mon classement de mes tops 2019, au final ce n'est pas le cas. C'est une œuvre que je trouve absolument brillante sur tous les points, qui a reçu beaucoup de nominations aux Oscars qui étaient méritées, malheureusement qui s'est toujours fait battre par un autre film dans chaque catégorie, ce qui fait qu'il en a eu qu'un seul. Il y a que Olivia Colman qui a eu son Oscar mérité de meilleure actrice. Par contre, on va pas se mentir, l'Oscar meilleure actrice dans un second rôle, c'était Emma Stone qui devait l'avoir. La grande force de la favorite, vous l'avez compris, c'est bien sûr son trio d'actrices. C'est un film qui est doté d'une mise en scène et d'une réalisation assez particulière. Je vous avais dit lorsque j'ai sorti ma critique que ça allait faire partie des œuvres que j'allais avoir besoin de revoir. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je me souviens encore qu'il y avait des choses que je trouvais très particulières en termes donc de mise en scène et de réalisation. Je comprenais pas trop pourquoi on avait pris certains partis pris. Il y a des plans qui vont être très originaux, il y a des plans fisheyes. Je sais pas trop ce que ça voulait raconter, mais soit. Et en termes d'ambiance, au niveau des décors, des costumes, c'était absolument sublime. Ça a été un réel coup de cœur autour de ces deux femmes et de cette dualité pour devenir la favorite. Dans un registre quasiment similaire, c'est pas la même chose, mais ça m'a un petit peu rappelé Phantom Thread, que j'avais aussi adoré et qui fait partie des œuvres qui m'ont marqué cette décennie pour des points qui sont assez similaires. La favorite, c'était très bien, ça termine 3ème. Et Emma, je t'aime. Numéro 2, Joker. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Mon petit doigt me dit que vous savez déjà quel est pour moi le meilleur film de l'année. Joker, on va pas y passer les heures parce que il y a déjà un petit peu tout qui a été dit. C'est un film que j'ai adoré, j'ai même fait une putain de nuit blanche pour faire une belle vidéo. Je vous remercie d'ailleurs au passage parce qu'elle a dépassé assez rapidement les 300 000 vues et c'est aujourd'hui la deuxième critique la plus vue sur YouTube. Le YouTube français est derrière le bazar du grenier, donc eux ils sont intouchables. Donc encore une fois merci. Je pensais que ça allait bien plus diviser que ça. Et vous avez de quoi vous foutre de ma gueule, vous l'avez déjà fait en commentaire, parce que je vous avais dit dans cette critique, dans cette vidéo, que le film ne fera pas le milliard, que ce... Oh là, on se calme, on reprend. Ta gueule, putain. Donc, où j'en étais oui, le milliard. Venom a fait 820, 830, 850 millions de dollars de recettes, et c'était un film qui n'était pas rated R. Dans la logique des choses, en proposant quelque chose de moins grand public, de moins accessible et de plus mature, je pensais, comme tout le monde, que Joker allait toucher moins de personnes. Et c'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo que si ça faisait 750, 800 millions, ça serait déjà très bien. Et il y a eu un phénomène assez surprenant, le film
a cartonné, il a rassemblé, il a plu à quasiment tout le monde. C'est devenu un des plus gros succès de l'année, le premier film rated R a passé le milliard de recettes. C'est une énorme dinguerie, il y a déjà des passages qui sont devenus cultes, il y a déjà des mèmes qui traînent partout sur internet. Cette image du Joker aussi, ce nouveau maquillage qui avait été quand même un petit peu décrié au début, et bah au final c'est devenu une icône. Il y a des gens aujourd'hui qui manifestent avec cette image du Joker, avec ce maquillage précis. Ça a eu un impact populaire tellement ouf que je trouve que le film est déjà devenu culte. Je vais pas revenir sur les innombrables qualités du long métrage. Joaquin Phoenix devrait avoir son Oscar. Todd Phillips, par contre, l'Oscar du meilleur réalisateur, non. Par contre, après, c'est vrai qu'en termes d'ambiance et tout ce qui se passait, et ce final qui fonctionne très bien, qui est ultra dark, ultra oppressant, qui va nous marquer, et ça aussi, ça va le faire perdurer. Le film a créé pas mal de théories autour de son final. Pour moi, c'est assez clair, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Pour moi, attention spoil, pour ceux qui l'ont pas vu, spoil. Pour moi, pendant tout le film, il est à l'asile, il n'en est jamais sorti. En gros, tout se passe dans sa tête, et l'objectif, c'est de te montrer au fur et à mesure à quel point sa folie est de plus en plus enfouie au fond de lui. On va avoir cette scène vers le début, on va se rendre compte qu'Arthur Fleck s'imagine aux côtés de Robert De Niro dans son émission. Là, à ce moment-là, tu vas te dire que le mec est un peu taré. Ensuite, à 60-70% du long métrage, tu vas voir qu'il s'est totalement imaginé une relation amoureuse avec Zazie Beetz. Là, c'est encore pire, t'es en train de te dire que le mec n'est vraiment pas net. Et l'objectif à la fin, et ce qui te surprend, c'est que tu vois qu'au fait, sa folie est encore plus profonde, parce que tout ce que t'as vu, c'est du fake. Et il y a pas mal d'indices dans le long métrage qui te laissent penser ça. Les horloges, je sais pas si vous avez vu ça, je crois que c'est Combini qui l'avait relayé. Toutes les horloges dans le film sont affichées à la même heure, le temps n'avance pas, parce que c'est lui qui est en train d'imaginer tout ça, en train d'idolâtrer une icône qu'il souhaiterait potentiellement devenir. Et il y a des choses dans le film qui me paraissent un petit peu irréelles et qui me font penser qu'il s'est tout imaginé. Je pense aux scènes par exemple où il va sortir du métro et qui va tirer sur un mec. C'est pas vraiment des tirs à bout portant, il vise quand même sacrément bien pour un taré. Et le fait aussi, on va le laisser dans ce petit cabaret, monter sur scène, se donner en spectacle et faire ses blagues, moment qui va devenir ultra gênant, et ça se fait très facilement. Dans la vraie vie, tu laisses pas monter quelqu'un de pas net sur scène comme ça. Donc encore une fois, fin du spoil, on y reviendra peut-être avec encore plus de détails, mais pour moi, tout le film se passe dans sa tête. Est-ce que j'ai envie de voir un Joker 2? Pas forcément. Par contre, on va pas se mentir, si Joker 2 et 3, parce que s'il y a un 2, il y aura un 3, si les deux ont la même qualité que le premier, bah là, à ce niveau-là, je vais pas dire non. Et on arrive enfin à la fin de ce top, je vais pas faire comme l'année dernière et mentionner tous les autres films que j'ai bien aimés. Si je dois en mentionner vraiment quelques-uns, je vais parler d'Edmond et de Toy Story 4 que j'ai adoré, et qui doivent certainement terminer 16e et 17e. Si je dois aussi revenir sur un moment qui a été un orgasme pour moi-même et pour beaucoup de personnes, toutes les personnes qui étaient dans la salle à côté de moi, ce sera celui-ci. Avengers! Mais bon, à part ça, on passe à la première place, et il s'agit bien entendu de Parasite. 참으로 시적절하다. Alors Parasite, ça sera pas une surprise, c'est un film que vous allez retrouver dans le haut du panier de tous les tops de cette année 2019, soit à la première place et s'il a pas de chance à la deuxième. Je pense d'ailleurs qu'il y a que Durandal qui le mettra pas dans son top parce qu'il a pas aimé le film. Mais Parasite, bien sûr, c'est l'une des plus grosses surprises de l'année. Son réalisateur Bong Joon-ho est aussi très surpris de son succès. Pas son succès au niveau des récompenses, parce que encore le fait qu'il aille chercher une palme d'or à Cannes, ça va, on va dire que c'est normal vu la qualité du film, pourquoi pas. Par contre, son énorme succès en salle, ça les gens s'y attendaient pas. J'espère que vous avez pris la peine d'y aller parce que c'est du vrai cinéma, c'était du bon cinéma. Je suis content de l'avoir conseillé à énormément de personnes, j'ai été le voir 3 fois cette année. C'est le film que j'ai le plus été voir, j'ai ramené un pote, j'ai ramené aussi ma petite sœur et son copain qui n'avaient jamais vu de film sud-coréen. Parasite comme porte d'entrée, c'est pas mal. C'est un film au-delà d'être juste et d'exceller dans tout ce qu'il a envie de faire. C'est une œuvre aussi qui va te donner le sourire, qui va t'oppresser, que tu vas aussi trouver drôle à certains moments. C'est une satire sociale aussi. Tu vas passer par énormément d'émotions et c'est là où c'est assez brillant. Il y a pas mal de genres qui ont été mélangés dans Parasite et ça fonctionne, ça tient debout. Les acteurs sont tous brillants et tu vas prendre plaisir à suivre tout ce petit manège qui est un petit peu glauque, c'est vrai, où chaque membre de la famille pauvre va intégrer la maison de la famille riche, et c'est vraiment drôle à certains moments, c'est super bien rythmé, tu t'ennuies pas une seconde. Je pense surtout au passage, et c'est là où ça va être le plus amusant et aussi le plus intéressant aussi en termes de montage, toute la scène où ils vont faire en sorte de virer la femme de ménage, où tu vas voir avec le montage qu'ils ont absolument tout préparé à l'avance, où tu vas voir le père en train de répéter chez lui les phrases qu'il va devoir dire à la mère de famille, pour qu'elle vire la femme de ménage et qu'elle embauche sa femme, tout ça en plus d'être drôle et du bon montage, sur une petite musique qui est géniale.
encore une fois bien sûr, le réalisateur parle de différences sociales, de différences économiques, les riches, les pauvres, que ce soit à l'image au niveau du train de vie de toutes ces personnes, mais aussi au niveau des symboliques. On va avoir cette famille pauvre qui elle va vivre en bas de la ville et en plus de ça en sous-sol il y a simplement une petite fenêtre et pour aller jusqu'à la maison des riches, on va avoir ce plan qui va revenir plusieurs fois où on voit qu'il faut prendre une belle route courbée qui monte. Et pour finir, l'une des choses qui m'a vraiment marqué avec Parasite, c'est la manière avec laquelle a été filmée la maison de la famille riche. Parce qu'au bout de 40 minutes, 40-50 minutes, t'as l'impression de déjà la connaître par cœur. Tu t'en rends pas forcément compte, mais t'as vraiment l'impression d'y avoir déjà vécu. Il y a un moment vers la fin où la caméra va suivre un personnage, elle va passer derrière un mur et je savais parfaitement ce que j'allais retrouver derrière. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire bien sûr sur Parasite. C'est mon film préféré de l'année et ce sera celui de beaucoup de personnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vois qu'il n'y a plus de batterie, je vais faire vite. N'oubliez pas que les flops films sont aussi disponibles sur la chaîne. Normalement, ils sont sortis hier. Ça a été une super année 2019, une très belle année pour terminer cette décennie. J'espère que l'année 2020 sera pareille. J'espère que vous avez aussi pris autant de plaisir que moi devant tous ces films. C'est l'une des dernières vidéos de l'année, donc je vais prendre le temps aussi de vous remercier. De vous remercier pour tout ce suivi, c'est ma première année complète sur YouTube. Et je vais pas vous mentir, ça fait quelque chose. Surtout que l'année a été très bonne. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner, Tipeee Utip, et on se retrouve très vite pour une dernière vidéo je pense. Ce sera une critique, et ensuite, bienvenue en 2020. Je vous souhaite à tous encore une fois, si on ne se revoit pas, de bonnes fêtes de fin d'année, faites attention sur la route, et je vous dis à très vite.